Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis Valérie et je suis ton hôtesse pour les prochaines minutes de ce moment de partage, d'intimité, d'authenticité. Merci infiniment encore d'être présent, présente et d'écouter. Et merci de me donner ton attention. C'est quelque chose qui me touche profondément. Je sais à quel point c'est précieux et je prends pas ça à la légère. Donc merci. Aujourd'hui, c'est un podcast qui me met mal à l'aise. C'est un podcast qui me met à nu. C'est un podcast qui me fait extrêmement peur. Donc c'est un podcast que je vais faire. Parce que finalement, à quoi ça sert de vivre si on ne prend pas des risques, si on ne sort pas de sa zone de confort, si on ne va pas au-delà de la peur? Enfin, c'est ce que je me pose comme question en fait. Et je me dis, à pas grand-chose Valérie, parce qu'en fait, un jour ta vie va s'arrêter. Et tu diras, oh, et si j'avais... Et j'ai pas envie de vivre comme ça ou de mourir comme ça. Donc je me dis, bon, just do what you gotta do. Donc, le titre de ce podcast est Sous emprise. Et j'ai choisi ce titre parce que je voulais te partager l'histoire d'une relation qui a duré dans ma vie assez longtemps. En tout cas, c'est ma plus longue relation. Et qui a été très intense pour moi. Et pour laquelle je pense que l'expression sous emprise serait la parfaite description de ce que j'ai pu vivre. Avant d'aller plus loin, j'aimerais également mettre un disclaimer pour toutes les personnes qui peuvent être, secouées par des thèmes tels que les relations toxiques, abusives, ou des relations avec des pervers et perverses narcissiques. Alors peut-être que le podcast n'est pas fait pour vous, peut-être que c'est pas le moment de l'écouter, et c'est ok. Et pour les autres, c'est parti. Sous emprise donc, pendant quelques années, trop longtemps, je suis restée dans une relation qui, maintenant avec le recul, la sagesse, la maturité, les plaies qui commencent à se refermer, était une relation nocive pour moi, pour ma santé mentale, pour ma santé psychique, pour ma santé spirituelle, même pour ma santé physique d'une certaine manière. Le but du podcast là, c'est pas de blâmer ou de divulguer les identités et pointer du doigt, c'est pas l'objectif. Je pense que c'est pas nécessaire, c'est pas ma vibe. J'ai choisi de faire autrement, mais par contre, je voulais absolument me réapproprier mon histoire et la raconter. J'ai bien conscience que les souvenirs sont souvent teintés, en fait, et que notre cerveau a cette capacité à remodeler les souvenirs, et finalement, ces souvenirs ne sont plus forcément la réalité. Qu'est-ce que la réalité ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette histoire que je vais te raconter, elle est bien évidemment basée sur des souvenirs, elle est bien évidemment basée sur un vécu, et elle n'est qu'une partie de la réalité et de la vérité, et ça j'en ai bien conscience. Maintenant, c'est important pour moi, comme je t'ai dit, de reprendre la parole et de partager et d'évacuer aussi, d'être capable de prendre la parole pour ne plus être hanté et surtout pour tourner la page de manière encore plus définitive, parce que j'ai l'impression que chaque jour qui passe, chaque action que je pose pour être un peu plus alignée, un peu plus ancrée avec moi-même, un peu plus à l'aise, un peu plus en paix, et c'est une manière pour moi de tourner la page et d'avancer. C'est une manière pour moi également de faire en sorte que cette histoire ne soit pas la fin de quelque chose ou une tragédie dans laquelle je me pose en victime, mais plus une histoire qui a fait naître, entre autres, qui je suis aujourd'hui et dont je suis plutôt fière. Donc, avec le recul, je pense réussir à trouver ce qu'on appelle le silver lining, c'est-à-dire les choses positives dans tout ce qui s'est passé. Mais maintenant, si j'avais pu les apprendre différemment, crois-moi bien que j'aurais choisi un autre chemin. Donc, putain, tu vois, je tourne autour du pot depuis tout à l'heure quand même, c'est dingue, hein, mais je vais y aller. Juste, on y va doucement. J'ai été dans une relation toxique.
Je pense même que c'était une relation abusive. Et j'ai mis vachement de temps à mettre des mots là-dessus et à me dire, mais est-ce que t'es pas en train d'exagérer, Valérie? Est-ce que finalement c'était pas toi le problème, Valérie? Est-ce que tu forces pas un peu, Valérie? Est-ce que t'es pas encore une de ces meufs qui dit non mais tous les mecs sont des pervers narcissiques? Non, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, je ne pense pas que tous les hommes sont des pervers narcissiques, pas du tout. Je pense que d'après un podcast que j'ai écouté, que j'adore, qui s'appelle Spiritualista, c'est à peu près 3% de la population, les pervers et les perverses narcissiques, parce que c'est pas qu'une affaire d'hommes. Donc non, tous les hommes ne sont pas comme ça, pas du tout. Je pense que, par contre, c'est vrai que j'avais peut-être une personnalité, un problème d'amour de moi-même, qui faisait que j'attirais peut-être des personnalités qui tendaient vers ça. Et en fait, la dernière étape pour moi de mon initiation, en tout cas j'ai l'impression pour cette étape-là, ça a été cette relation. Une relation qui a duré des années et qui a été une relation secrète pendant une bonne partie de ce temps, où en fait au fur et à mesure je me suis retrouvée isolée de toutes les personnes qui m'étaient chères par ce secret. Parce que pour moi, je plaçais la relation et ce qu'elle m'apportait à l'époque au-dessus de toutes les relations que je pouvais avoir dans ma vie. Ça pouvait être mes relations familiales, mes relations amicales. J'avais perdu en fait le sens des choses. En fait, c'est comme si la vie n'avait plus de sens si j'étais pas avec cette personne. Et avec du recul, je me dis, waouh, mais comment t'as fait? Et tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que je fais jusqu'à présent, toutes mes démarches thérapeutiques, ce podcast même, mon activité de coaching, de formation, ma marque de bijoux, amulettes, ce sont des choses que j'ai créées comme briques de reconstruction en fait. Chacun de ces morceaux de moi m'aide à comprendre en fait ce qui a pu me pousser et ce qui a pu m'attirer dans une relation pareille. Et à la fois, donc du coup, je suis presque contente, pas contente, mais reconnaissante d'avoir pu créer à partir de ça. Mais l'histoire en elle-même, elle est douloureuse, elle est difficile, elle est pas facile à raconter. Ça m'a mis du temps avant d'en parler dans les détails avec mes amies, celles qui restaient, parce que je me suis coupée de pas mal d'entre elles. Ça m'a mis du temps avant de poser des mots, avant d'assumer, de dire en fait oui, peut-être que c'était abusif, oui, peut-être que c'était toxique. Et je pense que la perversion narcissique, c'est quelque chose qui est un peu à la mode en ce moment et tout le monde en parle, mais je pense que c'est une vraie pathologie. Et je suis pas médecin, et donc est-ce que je pourrais dire à 100% que c'était ça? Je sais pas, mais il y a une partie de moi qui me dit que quand même, ça fait beaucoup de choses qui sont similaires en fait avec la définition de pervers narcissique. Donc, 4 ans et demi, 5 ans, je sais même plus. Et qui m'a fait croire, est-ce que c'est vraiment ça? Bon, allez, on va le dire comme ça, hein. C'est ma version de l'histoire, donc c'est parti. Mais qui m'a fait croire qu'en fait, ma vie sans lui, c'était pas possible. Par des procédés qui sont forts, je trouve. Ça a commencé par l'isolation, en fait. J'étais isolée de plus en plus parce que notre relation était secrète. Et donc, du coup, mes amies proches, celles que j'avais depuis très longtemps, depuis le collège même, je m'en suis séparée de manière très brutale parce que je suis arrivée à un moment donné dans ma réflexion à me dire qu'elles n'étaient pas bonnes pour moi et qu'elles étaient comme ci, elles étaient comme ça, alors que c'était pas vrai, avec le recul. Et ces 3 personnes-là en particulier, qui étaient vraiment mes sœurs de cœur, je les ai lâchées, lamentablement, par message, je crois, ou par lettre, je sais plus. Et avec le recul, je me dis, mais quelle violence! Quelle violence! Et c'est quelque chose avec lequel j'ai fait la paix maintenant, parce que je me rends compte que j'étais sous emprise. Mais je me dis, putain, c'est dommage quand même. C'est dommage. L'isolation, elle a été faite également parce que c'était un secret au niveau de ma famille, personne n'était au courant. Bref, j'étais dans cette relation, mais j'étais seule. J'étais seule et plus ça allait, plus j'étais seule. Et en même temps, il y avait ce côté un peu, Bonnie and Clyde, tu vois, genre,
nous deux contre le monde, personne ne sait, le secret c'est sexy, etc., etc. Et à bien des égards, c'était vrai. Tu vois, dans l'euphorie dans laquelle j'ai vécu pendant cette période-là, je pense qu'il y a une partie qui était fort plaisante, mais je pense que le rapport coût-bénéfice était pas intéressant, et surtout pas sur le long terme. Donc l'isolation, elle a commencé comme ça. Je me suis détachée également d'autres personnes, pareil de manière assez brutale. J'ai eu de moins en moins d'hommes autour de moi. J'avais des amis, pas énormément, mais j'avais des amis masculins qui étaient présents et pareil, que j'ai mis de côté. Je pense également que ça a eu un impact. Alors je sais pas si ça a eu un impact sur la relation que j'avais avec mon père à cette époque-là, ou si c'était la résultante. Je pense que c'est un peu des deux, mais en tout cas j'avais choisi mon camp parce que je pouvais pas être avec... c'est étrange de dire ça, mais deux mâles alpha en même temps, c'est fou, hein. Donc j'avais choisi mon camp par rapport à ça. Donc la partie isolation a été très, très, très présente. Et puis, avec tous les roller coasters émotionnels, donc vraiment, vous voyez, imaginez vraiment des montagnes russes. Voilà, ça monte et ça descend. Avec tout ça qui venait de manière régulière, en fait, j'avais personne pour dire... En fait, là, je vis quelque chose qui est dur pour moi à processer. Je vis quelque chose qui est dur pour moi à digérer. J'étais seule et je m'étais enfermée également moi-même dans ce secret. Donc c'était aussi de mon fait. Avec le recul, je me rends compte que c'était fait exprès ou que c'était intentionnel et que bien évidemment, quand on est isolé, c'est plus facile ensuite d'avoir une emprise sur la personne parce qu'il y a personne qui va dire non mais là en fait c'est pas normal ce qui se passe, c'est pas correct, ça te ressemble pas, etc., etc. Donc les roller coasters émotionnels, c'était aussi une part de la relation, à savoir souffler le chaud, puis souffler le froid. Et donc du coup, moi, j'étais souvent dans une posture où je savais pas comment me positionner. Je savais pas, en fait, ce qu'allait être soufflé. Ça allait être le chaud ou ça allait être le froid. Comment est-ce que j'allais faire pour maintenir le chaud ? Comment faire pour ne pas que le froid arrive ? Et avec le recul, avec les thérapies, avec toute l'introspection que j'ai pu faire avec de nombreux thérapeutes depuis les bonnes 2 dernières années, je me suis rendu compte que ça, ce n'était juste qu'une continuité de ce que j'avais pu vivre dans mon enfance d'une certaine manière, à une échelle différente, bien évidemment, mais d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue même neurobiologique, c'était ça que je vivais quand j'étais petite en fait. C'était ce sentiment que je marchais sur des œufs et que je savais pas du coup si mon papa allait être de bonne humeur ou pas. Et donc c'était difficile en fait à gérer pour une petite fille. Encore une fois, je suis pas en train de jeter la pierre sur mon père. Je crois que je ne jette pas la pierre sur mon ex. Je crois. Je suis pas certaine. Mais j'essaye juste de donner des clés de compréhension parce qu'au finalement, on est tous... Est-ce qu'on est tous dans le même panier ? Je sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer nos comportements. Et moi, ce qui me fascine et ce qui me passionne, c'est d'avoir des clés de compréhension pour me dire « Ah d'accord, c'est pour ça !» C'est pour ça, en fait, qu'il agissait comme ça. C'était pas moi le problème, particulièrement. L'explication, elle vient de son enfance, elle vient de ses traumatismes, elle vient de ci, elle vient de ça. Donc, je pense qu'une partie de tout ce que je fais, d'un point de vue thérapeutique, d'accompagnement, etc., c'est parce que j'ai besoin de donner sens à ce qui s'est passé. Et j'ai besoin de me dire, comment est-ce que je peux faire pour aider d'autres personnes à ne pas tomber dans ces cycles vicieux, en fait. Soit du côté de la personne qui est, on va dire, la victime de ça, soit du côté de la personne qui est la victime aussi, finalement. Alors on me dira, oui, non, mais il y a une victime, il y a un bourreau. Oui, ok, d'accord, très bien, mais j'essaye toujours de me dire qu'on est des êtres, qu'on est tous des êtres, en fait, de lumière et que d'une certaine manière, on peut tous être sauvés. Oh, putain, mais qu'est-ce que je raconte ? Je sais pas ce que je raconte, les gars, mais bon, c'est parti, ça sort comme ça sort, ok ? Je parlais de roller coaster émotionnel, donc du chaud-froid, du chaud-froid. Et ça, juste pour que tu saches ce que ça provoque du coup dans le cerveau, parce que c'est une partie qui m'intéresse énormément, c'est que en fait, entre l'âge de 0 et 6 ans, ce sont des âges qui sont très très cruciaux, un âge très cruciaux, et qui vont en fait former ta personnalité, on va dire. Qui vont former tes croyances, qui vont former ta vision du monde. Et donc, ce qui se passe dans ton foyer, ce qui se passe dans ta famille, ce qui se passe avec les personnes qui prennent soin de toi à cette période-là, va vraiment
t'aider à donner sens au monde. Pour le coup, si tu es dans une famille dans laquelle, on a tendance à être dans une forme de froideur émotionnelle où ça va être un coup c'est froid et un coup c'est chaud, un coup c'est joyeux et un coup c'est triste, un coup c'est doux et un coup c'est violent, non seulement ça laisse des traumatismes en fonction de l'environnement dans lequel tu as grandi, ça peut être des traumatismes avec un grand T, ou ça va être des traumatismes avec des petits T, mais ça laisse des traumatismes et ça laisse des séquelles, et ces séquelles, ça peut être des stress post-traumatiques qui vont ensuite faire croire à ton corps que tu es encore dans un état d'insécurité que tu as vécu dans le passé, alors même que tu es dans le présent, que tu as quasiment 32 ans et que tu es en sécurité. Et donc, tu peux avoir souvent des réactions qui sont absolument disproportionnées par rapport à ce que tu es en train de vivre, mais parce que ça vient toucher des endroits de toi qui ont été fragilisés, qui ont été blessés, qui ont été traumatisés quand tu étais enfant, et ça fait mal. Et en même temps, c'est très paradoxal parce que de manière absolument naturelle, ton cerveau va chercher à te mettre dans des situations qui sont similaires parce que ton cerveau, son objectif, un de ses objectifs principaux, c'est de te garder en sécurité, de te garder dans ta zone de confort. Et cette zone de confort, elle se trouve dans la familiarité. Donc on va essayer d'aller trouver des situations dans lesquelles, quand elle était petite, elle avait de la cortisol et de l'adrénaline qui étaient sécrétées de manière un petit peu aléatoire et on ne savait pas sur quel pied danser. Viens, on va lui trouver une situation bien dégueulasse où elle va sécréter la même chose. Comme ça, elle se sentira à la maison. Et donc c'est pour ça que c'est important d'aller travailler l'inconscient et d'aller débloquer et nettoyer ses croyances limitantes et ses croyances de manière générale, parce que souvent on est victime de ça en fait, de schémas répétitifs qu'on a vécu dans le passé, qui nous font pas du bien mais qui sont familiers, donc on a envie d'aller vers ça. Donc ça a été pour moi une grosse compréhension de pourquoi est-ce que j'étais tombée là-dedans. C'est parce que c'était familier en fait. C'était familier et donc ça semblait être la maison pour moi. Et j'ai mis du temps à comprendre que la maison, elle n'était pas dans les yeux de quelqu'un d'autre, elle n'était pas dans ce que je partageais avec quelqu'un d'autre. En tout cas, pas pour commencer, la maison, elle est en moi. Et ta maison, elle est en toi. Et c'est pour ça que je parle souvent des relations, et de plus en plus ces derniers temps, putain, mais arrêtez de nous faire croire que on est deux handicapés, on a besoin de l'autre pour se sentir complet. Je trouve que ça fait du mal que de dire ça fait du mal que d'écrire que des chansons qui sont dans cet esprit-là, ça fait du mal que d'avoir que des représentations de femmes et d'hommes qui se sentent à moitié complets et que enfin dès qu'ils se marient et qu'ils trouvent soi-disant leur moitié, ils se sentent complets. Mais non, c'est faux. C'est faux et c'est dangereux en fait. Moi, je rêve d'une société dans laquelle on nous dit en fait, vous êtes complets les gars. Arrêtez de croire que vous ne l'êtes pas, vous êtes absolument complet. Et l'idée d'une relation, c'est d'aller trouver quelqu'un qui sait qu'il est complet, pas parfait, mais complet, et qui se dit, ok, d'accord, viens, on fait ce chemin ensemble, parce qu'on est complet, certes, mais on peut s'aider à avancer ensemble, on peut marcher ensemble. Et c'est que maintenant que je le comprends. Il m'en a fallu des relations. Et dont... Pas la dernière d'ailleurs, c'est faux, mais l'avant-dernière qui m'a giflé sur ce point-là. Qui m'a montré à quel point j'attendais absolument d'être sauvée, à quel point j'attendais absolument d'être choisie par un homme qui me donne ma validation, qui me dise « Ok, je veux que tu sois ma femme, je veux faire des enfants avec toi, et comme ça je serai complète, et enfin je mériterai d'exister. » Mais putain de merde. C'est fou quand même. Et une partie de moi a eu honte de ça, et c'est pour ça que ça m'a mis du temps de faire ce podcast, et c'est pour ça que même là c'est difficile pour moi d'en parler, parce que j'ai eu honte en fait. Après le choc de sortir de cette relation, de me reconstruire psychologiquement, psychiquement, mentalement, physiquement, d'enlever les addictions, d'enlever un maximum de croyances limitantes. Après tout ça, il y a eu la honte de me dire que moi, Valérie, femme forte, en tout cas c'est ce qui est vu de l'extérieur, je me suis fait avoir comme ça. Mais ça encore, c'est pas une bonne histoire à me raconter, c'est pas l'histoire que j'ai envie de laisser, c'est pas ce que j'ai envie de partager avec toi. C'est pas l'histoire de la victime et de me dire « Ah mais putain, tu t'es bien fait avoir, tu fais genre sous tes airs de femme forte », mais en fait, c'est pas ça le sujet. Parce que ça, c'est définir la force comme quoi en fait. Qu'est-ce que c'est la force ? Pour moi, la force aujourd'hui, c'est ma capacité
d'avoir traversé tout ça et d'être toujours là, d'être toujours en vie et de toujours vouloir choisir l'amour, de toujours vouloir choisir la lumière et de vouloir continuer à aider ceux et celles qui à un moment donné se sentent perdus à trouver leur voie, à trouver leur chemin et à se rappeler qu'ils sont uniques, qu'ils sont assez, qu'ils sont des miracles et qu'il n'y a rien ni personne qui peut définir la valeur pour eux et pour elles. Pour en revenir à donc cette relation où il y a eu du coup ces changements brutaux émotionnels, il y a eu énormément de manipulation aussi. Et putain, ça fait mal. Oh my god. Des manipulations de fou. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, je pense que je suis pas encore totalement prête à le faire. Mais il y a eu beaucoup de manipulations. Beaucoup de moments où en fait j'ai douté moi-même de ma sanité parce que je me disais mais attends, est-ce que c'est moi qui suis en train de... Est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis vraiment comme il dit que je suis? Et en fait non, c'était pas vrai. En fait, la manipulation, c'est cette capacité, en tout cas dans mon cas, de me faire croire des réalités qui n'étaient pas les vraies et de me faire douter même de ma propre personne. De commencer à me dire, mais est-ce que peut-être que j'ai un problème psychologique, ce qui est absolument le cas, by the way, mais d'en jouer avec et d'être dans des projections qui étaient difficiles, où en fait c'était moi la folle et c'était moi qui était compliquée, et c'était moi qui était le problème, et à bien des égards, oui, sûrement, parce qu'une relation comme ça, il n'y a pas un bourreau et une victime. Oui, en effet, il y a quelqu'un qui peut avoir l'ascendant sur l'autre. Mais je pense qu'il y a une co-responsabilité qui doit être partagée. Et moi, pendant longtemps, et ça a été difficile de m'en défaire, j'ai été en mode « Oui, mais je suis également responsable de cette relation. » Et donc, du coup, j'ai pas blâmé l'autre. Et j'aurais dû le blâmer. Putain, il m'a mis la misère. Il m'a mis la misère. Et j'aurais dû, en fait, blâmer plutôt. Ça m'aurait aidé plus rapidement à faire mon process de guérison et à me mettre aussi, à un moment donné, dans une position de victime pour venir panser mes plaies. Les plaies de la honte, de l'insécurité, de la trahison, de la peine, de la frustration, de la colère. De me dire, mais merde en fait, qui fait ça en fait? J'avais dit que je blâmais pas. Maybe I lied. Cette relation, à bien des égards, elle m'a détruite. Voilà, c'est clair. Je pense que c'est à ce moment-là où j'ai fait, je pense, plusieurs crises existentielles. Pour ceux et celles qui ne savent pas, qui n'ont pas encore eu la chance de vivre cette expérience incroyable, c'est un moment où en fait tu as l'impression que ton monde, il est sans dessus, dessous. Si tu as vu Inception, je sais pas si tu vois la scène où en fait les mondes, à un moment donné, genre le monde il devient un peu perpendiculaire. En fait, tu as une rue et puis la rue, tu la vois en perpendiculaire de cette rue. Enfin, tu vois, ça fait comme si on était dans un monde en 3D et que tout était complètement imbriqué. Il y a aussi ça, je crois, dans Doctor Strange. Et en fait, ça m'a fait ça. Genre psychologiquement, psychiquement, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai senti un shift dans ma psyché. Je me suis dit, là, il se passe un truc. Est-ce que la définition de péter un câble, c'est ça? Eh bien, j'avais l'impression que c'était ça, en fait. J'ai senti que je partais, j'ai senti que mon être était en train de se morceler. Et ça s'est passé un jour où il m'a largué. Je vous passerai les détails, mais en fait, il m'a largué et je sentais que c'était une fin, en fait, et j'ai pas supporté. Et donc, du coup, je pense que ça a été comme si il y avait un fusible qui avait sauté dans mon cerveau, dans ma psyché, dans mon cœur. Et donc, pour éviter que ça parte en cacahuète, ça a fait « Ok, vous savez quoi, on va tout éteindre parce que là, on va la perdre. » Et donc, j'ai fait comme un blackout. Et je me rappelle, à l'époque, j'étais encore en école de mode et en fait, j'avais plus de sens en fait. La vie, elle avait plus de sens pour moi. C'est fou de se dire ça, hein. Que tu mets tellement dans une relation, tu donnes tellement de valeur à la validation, au regard de l'autre, tu te perds tellement en cette personne, tu lui donnes tellement tout parce qu'à un moment donné, t'as l'impression que tu vaux pas mieux que ça, que le jour où ça s'arrête... Et c'était pas la fin en plus, c'était pas la vraie fin. Le jour où ça s'arrête, t'as plus de sens. T'es dans le noir, t'es dans le néant. T'es seul, et comme tu t'es coupé de tout, comme tu t'es coupé de tout le monde, tu peux en parler à personne. Alors tu es là dans ton lit, et puis tu végètes. Et puis au bout d'un moment, tu te dis, mais là, il y a vraiment un truc qui va pas parce que... Putain, Val,
cette relation, elle est en train de te bouffer. Elle est en train de te bouffer, t'es dans ton lit et t'es en train de te poser la question de « mais est-ce que ça sert à quelque chose de vivre ?» C'est chaud. Attention, alerte, danger. Gros danger. Et donc ce qui s'est passé pendant cette période-là, c'est que du coup, j'ai juste décidé au fur et à mesure de remettre des choses qui avaient du sens pour moi au fur et à mesure. En gros, je me suis dit, bon, t'es dans ton lit, voilà. Qu'est-ce qui a du sens pour toi ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? A priori, t'en sais rien. Comment est-ce qu'on va faire ? Eh ben, on va mettre les choses qui nous semblent utiles au fur et à mesure. Donc au bout de quelques jours, quand je commençais à puer la mort, si tu veux, je me suis dit, je pense que la douche, c'est quelque chose qu'on valide. On est d'accord qu'on valide. On valide la douche régulièrement, quotidiennement. Très bien. Eh bien ça, on le met. Super. Ok. One step at a time. Ensuite, ça a été, bon, là, je pense que ça serait bien de mettre un peu de lumière chez toi. Ouais, l'obscurité, ça va 2 secondes. Et si on mettait de la lumière, ça peut être une bonne idée. Et si on faisait ça régulièrement, parce que je crois que le soleil, il a un rythme. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai remis des choses comme ça dans ma vie. Et encore, je te raconte ça, je sais que c'est pas la totale vérité et que ce sont des souvenirs et que c'est sûrement romancé un petit peu, mais c'est ça qui me reste. Et je pense que je suis pas loin de la vérité, même si dans les actes, c'est pas exactement ça. Je pense que en termes de reconstruction, c'est ça qui m'a aidée au fur et à mesure. C'est de remettre un pied après l'autre pour pouvoir donner du sens à ma vie et pour pouvoir me dire, ok, qu'est-ce qui est important pour toi ? Bien évidemment, cette rupture, c'était pas la fin de la relation. Je pense qu'on a fait encore quelques années, 1 an, 2 ans ensemble. Et que ça s'est fini comme ça devait se finir, en eau de boudin, en cacahuètes, en déchirement. Parce que de toute manière, je pense qu'il y avait que ça qui pouvait finir ça, en fait. Parce que j'étais tellement dans une forme d'addiction, et je pense que ça, c'est le 3e point de la relation. J'étais tellement dans une forme d'addiction par rapport à cette relation, par rapport à cette personne-là, qu'en fait, il fallait que je sois arrachée de la relation. J'aurais pas pu m'en extirper seule. Et j'ai eu, entre guillemets, la chance d'avoir des circonstances externes qui m'ont permis de sortir de ça. Mais sinon, c'est possible que je sois encore dedans, et c'est triste. Quand je te parle d'addiction, c'est parce que c'était une relation qui était rock and roll. C'était beaucoup de passion et beaucoup d'émotions fortes. Je te parlais tout à l'heure de l'ascenseur émotionnel. Ça fait partie des émotions fortes. Ça fait partie des émotions qui vont sécréter des substances qui peuvent te rendre addict. Et c'est une addiction qui date pas de cette relation d'ailleurs, puisque je te l'ai expliqué au début du podcast. Il y a tout un conditionnement qui est lié à mon enfance, qui m'a prédisposée, on va dire, à tomber dans ce type de relation. Et je pense que au fur et à mesure de ma vie, les relations allant, elles étaient de moins en moins bonnes. Honnêtement, avec le recul, je pense que la plupart de mes ex, en tout cas avec lesquels j'ai eu une relation, on s'est dit ok, on est en relation, on est ensemble, toi et moi, au moins toi et moi, avaient ce type de profil, on va dire. Pas aussi violent, clairement, mais il y avait quand même des petites tendances. Et en fait, je pense que l'univers, les ancêtres, la nature, bref, on dit, bon, là, je pense qu'elle a toujours pas capté la meuf, on va lui envoyer... Envoyez-lui le gros dossier. Ok, c'est parti, on prépare. Et maintenant, je pense que j'ai compris. Merci l'univers, merci beaucoup. Il y a juste la dernière relation que j'ai eue qui a été, je pense, qui m'a redonné foi en l'homme, la personne de sexe masculine. Et je vais pas citer ou entrer dans les détails, mais en tout cas, si jamais il écoute, merci infiniment pour ça, parce que ça m'a montré en fait qu'il y avait aussi des hommes qui étaient absolument incroyables sur cette planète. Et maintenant, j'en suis persuadée. Avant, c'était pas le cas, maintenant je le sais. Et j'en suis consciente et j'en rencontre tous les jours des mecs top, 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 top. Donc merci les gars d'exister. Pour ceux qui n'arrivent pas à être top, 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 top parce qu'ils ont des circonstances ou des pathologies ou des histoires compliquées, bah je fais en sorte juste de plus croiser vos chemins en fait, parce que ça m'intéresse plus et que j'ai plus envie d'être dans... En fait, je suis dans une forme de désintoxication depuis quelques temps et encore plus ces derniers temps, et je pense que je ferai un podcast sur les addictions parce que c'est un sujet. Mais c'est plus utile pour moi en fait de me noyer dans une relation avec quelqu'un qui va absolument m'absorber et
et m'engloutir. C'est plus ce que je recherche. Donc, addiction, je disais, parce que, en fait, dans cette relation, il y avait beaucoup, beaucoup d'intensité. Et l'intensité, mais moi, j'adore ça. Moi, il y a une partie de moi qui est une ride or die, tu vois. C'est genre, allez, qu'est-ce qu'on peut faire de plus et comment est-ce qu'on peut aller plus loin et vivons passionnément et vivions intensément et brûlons tout. Et c'est une partie de moi que je cultive, mais que j'essaie de transmuter cette énergie pour qu'elle soit dirigée à des choses qui vont pas me coûter ma santé mentale. Mais c'était quand même une relation d'ado sur les bords. Et cette partie, tu vois, même si c'est difficile et qu'avec le recul, je me dis putain, c'était chaud, je suis quand même contente de l'avoir vécu. C'est difficile pour moi d'être dans une comment dire, dans un bilan manichéen, de me dire c'était absolument noir ou c'était absolument blanc. C'est plus complexe que ça. On sait que les relations sont plus complexes que ça. Donc, j'ai pas envie de tomber dans ça et peut-être que ça en perturbera certains et certaines. Et c'est ok. Mais il y a une partie de moi qui est contente d'avoir vécu cette fougue, cette jeunesse. Et qui, au début, était fun parce que c'était intense et que, du coup, il y avait... on mange beaucoup et on boit et on fume et on est dans les substances et on est à fond et ça rend tout ça magique. Mais en fait, tout ça, c'est comme dirait une de mes sœurs, c'est les paillettes qui cachent en fait. Et je pense que beaucoup de relations en tout cas, qui impliquent l'utilisation des substances, que ce soit l'alcool, que ce soit d'autres substances, le cannabis, etc. En fait, quand on est dans ce type de relation-là et qu'on va fusionner avec la substance dans la relation, bah c'est encore plus fou, c'est encore plus intense, c'est encore plus difficile à défaire en fait. C'est comme si les substances ou les addictions partagées, c'était également des partenaires de la relation. Et donc, du coup, on est encore plus mains et poings liés avec la personne parce qu'on est en plus englué dans nos substances, dans nos addictions et on s'y complaît et en même temps on va pas être jugé par l'autre parce qu'il est dedans ou elle est dedans aussi. Donc c'est complexe. Et ça m'a bien mis dans la merde aussi. Je pense que toutes ces choses-là, il y avait un terreau qui était fertile à ça, hein, clairement. Donc c'est pas juste la personne en face qui vient et qui pose ça. C'est pas vrai. Je pense que on se trouve, en fait, d'une certaine manière. On répond chacun à des traumatismes. Et donc, du coup, moi, j'ai sûrement dû répondre de par ma personnalité, de par ma volonté de plaire, de par ma volonté d'être une people pleaser, d'avoir le sentiment d'appartenir, j'ai sûrement dû répondre aussi à ces traumatismes, à ces besoins, en fait. Et c'est pour ça que ça matchait très bien. Et quand je te dis qu'il y avait un terreau par rapport à la partie addiction, c'est je pense que moi, par rapport à mon rapport à la nourriture, typiquement, je me rappelle très 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 vivement, quand j'étais plus jeune, avoir des voix dans ma tête qui me disaient « Oh, bah t'as trop mangé, mais t'as qu'à te faire vomir. » Tu vois ? Et c'est fou, mais j'avais cette attraction vers ça, parce que je me sentais pas bien dans ma peau, parce que j'étais dans un environnement qui était principalement caucasien, donc principalement avec des blancs, et que moi j'étais noire, et que du coup tout était plus gros chez moi, et que je me sentais pas appartenir, et que j'avais l'impression de pas avoir ma place, et j'avais l'impression d'être moche en fait, et d'être grosse, et donc du coup, il y avait des voix qui me disaient « Mais vas-y, mais fais-toi vomir, tranquille, tu vois. » Et c'est marrant, mais je pense que j'ai toujours eu cette voix, cette autre voix qui est « Oh, mes ancêtres, oh, la nature, je ne sais pas. » Mais qui me disait « Mais en fait, non. Non. » Et donc, ça m'a empêché d'entrer dans ce cercle vicieux-là. Et ce cercle vicieux-là, de la volonté d'aller se faire vomir, c'est parce que ça venait à la suite de moments où je mangeais trop, en fait. Je mangeais trop, énormément de goûter, parce que maintenant, avec le recul, je me rends compte que j'avais et j'ai toujours une addiction au sucre, et que le sucre, pour moi, ça a été un pilier, en fait, de réconfort et d'amour quand j'allais pas bien et que je savais pas comment gérer mes émotions parce que j'avais pas les outils, alors je mangeais du sucre. Et la chance que j'ai eue, je suppose, c'est que j'ai fait énormément de sport et donc du coup, ça n'a pas impacté ma santé plus que ça, ou du moins d'un point de vue physique, mais je sais que ce que ça a fait dans mon cerveau et donc du coup l'ancrage que ça a mis au niveau de l'addiction, il est encore là jusqu'à présent. Et je dois me battre au quotidien
pour pouvoir lutter contre cette envie d'aller vers le sucre quand je me sens pas bien, cette envie de neutraliser l'émotion avec de la nourriture sucrée quand je me sens pas bien. Ça, c'est une addiction. Et donc, du coup, il y avait ce terreau-là, un petit peu boulimique, tu vois, d'aller manger quand ça va pas bien. Et ce terreau-là, en fait, on a planté les graines pendant la relation. On a clairement planté les graines. Parce que quand tu es sous état modifié de conscience et que en plus tu manges pas correctement et qu'à un moment donné tu dis hey, et si on se faisait un grand kiff, parce que c'est ça l'amour et c'est ça qu'on aime partager, et que tu te mets en mode boulimie et que vous mangez tous les deux beaucoup, bah forcément ça aide pas quoi. Donc ça, c'est une des nombreuses addictions qui a été en fait renforcée par cette relation-là, mais qui était déjà présente chez moi. Et je pense que c'est aussi une bonne chose aujourd'hui parce que j'aurais pas pu m'en rendre compte si je n'avais... Je sais pas si j'aurais pas pu m'en rendre compte, mais en tout cas, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait ça et en fait de dire, ok, bon, t'as un rapport particulier avec la nourriture, il va falloir regarder ça, ma chérie. Tu vois, c'est pas que les autres. Ça sera un autre podcast, ça, t'inquiète. Donc qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit isolation, j'ai dit ascenseur émotionnel, j'ai parlé également d'addiction. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre pour décrire cette relation ? Je disais tantôt que c'était une relation abusive et la dernière fois hier je pense j'écoutais un podcast avec Jay Shetty et Oprah Winfrey qui vient de sortir un bouquin que je vais bien évidemment lire qui s'appelle What Happened to You ? Donc qu'est-ce qui t'est arrivé ? En gros c'est quoi ton histoire ? Et c'est une question que je trouve absolument fascinante parce que à la place de blâmer les autres, c'est toujours plus intéressant d'aller comprendre ce qui leur est arrivé, quelle est leur histoire. Ça te donne beaucoup plus de clés pour pouvoir fonctionner et communiquer avec la personne que de blâmer. Bon, maintenant, bien évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est quand même un beau chemin. Donc, What happened to you ? Et elle expliquait en fait, parce qu'elle a été victime d'abus sexuels et physiques. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a tellement touchée, qui a tellement résonné en moi, que je vais te partager. Elle a dit, en fait, elle était tellement habituée à ne pas se faire entendre en tant qu'enfant, en tant que petite fille. On lui a tellement dit et fait comprendre, que ce soit verbalement ou de manière générale dans les situations, ou de manière énergétique ou comportementalement, que sa voix ne comptait pas en tant qu'enfant, qu'elle ne pouvait pas être en désaccord ou... contredire un adulte et qu'elle devait tout faire pour plaire d'une certaine manière parce qu'on te dit sois une gentille petite fille, sois un gentil petit garçon, ah c'est bien, et donc pour recevoir cet amour qu'elle est devenue du coup extrêmement people pleaser, donc quelqu'un finalement qui fait tout pour plaire d'une certaine manière, qui va dire oui à tout parce que cette personne a envie d'être aimée, elle a envie d'être validée, elle a envie d'être acceptée et elle a des difficultés également à mettre ses barrières, à dire non. Et je pense que je ferai un épisode sur le sujet parce que ça me touche. Et donc du coup, forcément, face à l'abus et à cette violation de son intégrité, de sa personne, de sa sexualité, elle a été incapable même, ne serait-ce que de se défendre, parce que déjà c'était une personne qui était plus vieille qu'elle, et également parce que personne ne lui avait appris en fait. Et je me dis, mais c'est dingue à quel point, et je le répète, de 0 à 6 ans, ce sont des années absolument cruciales, des années durant lesquelles il est important, je pense, d'avoir des conversations cruciales avec les enfants. Alors, j'ai pas d'enfants, donc bien évidemment c'est facile à dire pour moi, mais justement c'est facile à dire, donc je le dis, c'est important d'avoir ce type de conversation avec des enfants, parce que croyez-moi, il y a beaucoup plus d'abus qu'on ne le pense. C'est beaucoup plus présent dans les familles qu'on ne le pense, et je pense que je ferai un podcast sur le sujet aussi, mais c'est pas le sujet pour l'instant. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on apprend à l'enfant, ok, ça, c'est interdit, personne n'a le droit de venir faire ça. Personne n'a le droit de venir te toucher à cet endroit-là. Personne n'a le droit de venir violer ton intégrité, ou de te faire des choses que tu n'as pas envie de faire, ou personne n'a le droit de lever la main sur toi. Enfin, des choses qui sont essentielles, et en fait, on se dit, pourquoi dire ça, c'est pas important ? C'est fondamental en fait. Je pense que c'est fondamental, et je pense que finalement avec le recul, parce que j'ai pas totalement tous les souvenirs de mes 0 à 6 ans, mais avec le recul, je pense que cette partie m'a manqué. Parce que si j'avais eu cette partie-là, si j'avais été en mesure à un moment donné où on m'avait donné la possibilité de dire en fait, t'as le droit d'être en désaccord avec ton papa, ou t'as le droit d'être en désaccord avec ta maman, tant que tu le fais de manière bienveillante, on peut être dans une discussion, on peut être dans un échange.
On n'est pas obligé d'être dans « Non, c'est moi qui parle, c'est moi le truc, et tais-toi, et t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit d'avoir ton avis, t'as pas le droit d'être en désaccord. » Et donc forcément, on te dit, en gros, toutes les personnes qui sont plus grandes que toi ou qui te paraissent être plus fortes que toi, elles ont forcément raison et toi t'as tort. Donc du coup, tu peux pas t'exprimer, tu peux pas dire ça c'est oui et ça c'est non. Et ça, en fait, quand j'ai entendu ça de la part d'Oprah, ça m'a giflé. Parce que je me suis dit, mais en fait, t'es en train de travailler sur le fait d'être une people pleaser, donc de dire oui et de pas vouloir décevoir, de pas vouloir dévier de ce que les gens pensent éventuellement que je suis, alors même que souvent c'est pas ça qu'ils pensent. Bref, les projections en mode fractal. Et donc tu m'étonnes que t'as pas pu dire non, que t'as pas pu dire stop, mais t'avais plein de signes avant-coureurs. Tu as senti à bien des reprises, Valérie, que c'était pas pour toi cette relation. Dès le début même, tu l'as senti. T'en as même rêvé. Mon inconscient m'a dit, ne va pas là-bas. Et mon conscient a dit, bah si, tranquille, c'est bien, ça a l'air fun. Et voilà le résultat. Notre inconscient, il sait la plupart du temps. Notre inconscient, c'est un messager, il sait les endroits qui sont bons pour nous et qui sont pas bons pour nous. Et quand on rêve d'un truc et qu'on se rappelle du rêve, qu'il est prémonitoire ou que c'est un message qui est clair, je recommande fortement, quand c'est clair le message, d'écouter. Donc moi, j'ai pas écouté juste. J'ai pas écouté et quand ça allait trop loin, j'ai pas osé dire non. Et quand ça allait trop loin, j'ai pas osé dire stop parce que j'avais l'impression que je savais pas ce que j'allais devenir sans cette personne. Et maintenant je sais ce que je suis devenue sans cette personne. Et heureusement en fait, et Dieu merci, parce que je pense que j'aurais pu y rester, honnêtement. Voilà. Je sais pas trop dans quel sens va ce podcast, je sais pas en fait, je pense que c'était juste important de partager ça, en tout cas je me sentais prête à le faire, parce que maintenant ça c'est le passé, et que c'est important de me réapproprier mon histoire, parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui sont dans cette situation, femmes comme hommes, c'est important de le noter, que parfois, et quand on est dedans, on se rend pas compte à quel point on est dedans, et on se rend pas compte à quel point on est à côté de nous-mêmes, et on se rend pas compte à quel point ça nous fait du mal, parce qu'on a tellement envie d'être aimé, on a tellement besoin d'être aimé, parce qu'on sépare en fait qu'on peut s'aimer soi-même, et qu'on comprend même pas pourquoi la personne elle est avec nous, parce qu'on se dit mais en fait qu'est-ce qu'il y a aimé en moi, parce que finalement j'ai jamais eu le sentiment d'être aimé, et je sais que tout ça c'est absolument irrationnel, parce que ce sont que des conclusions qui ont été tirées quand on était petit, et qu'on avait besoin de donner du sens à ce qui se passait autour de nous, mais ça reste des sentiments qui créent des croyances limitantes, dans lesquelles on s'enferme, et dans lesquelles on crée des réalités. Et ces réalités, ensuite, elles deviennent notre vie. Et ensuite, on est dans des relations qui nous font pas du bien et qui nous font du mal. Et Dieu merci, il n'y a jamais eu de violence physique, en tout cas pas telle que on peut l'envisager. Et Dieu merci, finalement, même si je dis souvent que mes parents m'ont pas donné ci ou m'ont pas donné ça, ils m'ont quand même donné énormément, ils m'ont donné beaucoup d'amour. Et cet amour, ça a été le socle qui m'a permis, à un moment donné, de m'en sortir et d'être là aussi présente. Et de pouvoir en parler. Donc c'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est pas genre mes parents ils ont fait ci, ils ont pas fait ça, etc. Non, je pense que, encore une fois, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, comme la personne avec laquelle j'étais, qui a fait du mieux qu'elle a pu avec ce qu'elle avait, même si c'était pas ce qu'il me fallait. Et je pense que moi-même, pendant cette relation, j'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais, et que maintenant que je sais, et que I know better, je ferai mieux. Donc si jamais ce podcast t'a touché, si jamais ça résonne, si jamais ça te fait questionner ce qui se passe dans ta relation, dans la relation à côté de toi, ou dans ce que tu te fais comme idée de ce que devrait être l'amour, et que tu te poses des questions et que ça résonne, et écoute, sache que t'es pas seule, et sache que je suis avec toi, et sache qu'il y a beaucoup de gens qui sont avec toi, il y a beaucoup de gens qui sont passés par là et qui ont survécu, et qui se sont construits, et qui ont fait de ces histoires des forces ou des moyens pour eux de devenir qui ils avaient vraiment envie d'être. Et en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, et c'est ce que je me souhaite aussi, et c'est ce que je lui souhaite également. Et j'aimerais finir par parler d'amour, parce que c'est la force et l'énergie que j'ai envie de partager au quotidien, et crois-moi que c'est pas facile, parce que souvent je dis oui, choisis la joie, tu es maîtresse de ton propre bonheur, yes,
ok, c'est une chose de le dire, mais parfois c'est difficile parce que quand tu as eu l'habitude de penser, de fonctionner d'une certaine manière pendant des années et que tu as des cycles qui se mettent de manière automatique en marche dès que tu te réveilles et que tu es déjà de mauvaise humeur et que tu es déjà en train de dire que tu es saoulé, etc., ça met du temps et ça demande énormément d'énergie que de revenir en arrière et que de briser ces cycles vicieux, mais j'ai tellement envie de le faire et je sais que je le fais et peut-être que tu le fais aussi et dans ce cas-là on est ensemble, mais j'ai envie de parler d'amour parce que l'amour c'est ce qui m'anime, en tout cas l'amour et la lumière aujourd'hui. La dernière fois j'étais avec des amis et on a fait un jeu que j'adore qui est un jeu d'intimité où chacun pose des questions dans un bol et en fait c'est des questions anonymes et on pioche les questions et on peut parler de ces sujets, c'est des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder, on a honte d'aborder. C'est des sujets de société, c'est des sujets intimes, bref, c'est un jeu que j'adore. Ça révèle les personnes et ça crée des liens. Et à un moment donné, la question c'est « As-tu déjà aimé ?» Et c'est dingue parce que cette question, je crois qu'elle a été posée par mon neveu de 9 ans qui a joué à ce jeu-là avec nous. Et ma réponse à cette question, et je sais pas si j'ai vraiment aimé un jour en fait, avec le recul. Je pense que sur le moment, toutes les relations que j'ai vécues, quand j'ai dit que j'aimais, je le sentais. Mais avec le recul et les thérapies et la guérison, je me rends compte que c'était pas forcément de l'amour, mais c'était beaucoup de codépendance, c'était beaucoup de fusion, c'était beaucoup de relations dans lesquelles j'avais l'impression que je méritais pas mieux et donc du coup, je me fondais entièrement corps et âme dans la relation et dans la personne en face parce que j'avais besoin d'exister. Et c'est pas cette définition-là que j'ai envie de donner de l'amour. Je pense que l'amour, c'est plus grand, c'est plus lumineux, c'est plus complet, c'est plus fort, c'est plus juste. En tout cas, c'est ce que j'aspire, en fait, à vivre. Et donc, du coup, je sais pas si j'ai vraiment, vraiment aimé parce que j'ai été beaucoup dans mes blessures et dans le passé, j'étais dans les réactions et même la dernière relation que j'ai vécue, qui était sûrement la plus lumineuse que j'ai eue de toutes, et ben même là, j'étais dans mes propres blessures, j'étais dans le passé, donc j'ai même pas pu donner à cet homme incroyable ce que j'aurais pu lui donner. J'étais blessée, je pouvais pas faire autrement. Mais donc, c'est un message d'amour. C'est important, en fait, de se poser la question de qu'est-ce que c'est l'amour pour nous ? Qu'est-ce que c'est l'amour pour toi ? Qu'est-ce que c'est l'amour pour toi ? Qu'est-ce que c'est l'amour pour toi ? Et de venir déconstruire en fait tout ce qui est posé par la société, par la culture, par la tradition, par la famille, par les proches, pour que tu aies une définition qui te soit propre. C'est quoi l'amour avec un grand A pour toi ? Pour que tu puisses voir cet amour et que tu puisses trouver autour de toi des personnes qui représentent cet amour. Et que tu puisses ensuite le manifester dans ta propre vie. Parce que ça sert à quoi de vivre si on vit pas l'amour ? Enfin, tu vois ? Donc si ce podcast a pu t'aider au moins à te poser la question de qu'est-ce que c'est l'amour, et peut-être que ça va valider, peut-être que ça va invalider ce que tu vis, peu importe, juste de te poser la question, et si ça invalide, de poser des actions concrètes pour que ça aille plus dans le sens de ta définition, et si ça valide de vivre encore ça, si ça valide de vivre ça encore plus fort et plus intensément et plus lumineusement, alors dans ce cas-là, ce podcast a servi à quelque chose. Et si jamais tu te retrouves dans une situation où tu as l'impression d'être complètement perdu et complètement livré à toi-même, alors je ferai en sorte de mettre des numéros d'urgence pour des personnes qui vivent des violences physiques ou psychiques dans leurs relations, encore une fois, hommes comme femmes, parce qu'il y a des associations, il y a des groupes, il y a des personnes qui sont là pour vous aider, pour t'aider, et que t'es pas seul. Et que, crois-moi, tu vaux 1000 fois mieux que ça. Voilà, c'est fait. Feel fear and do it anyway. C'est ça, c'est sans la peur et fais-le quand même. Alors merci infiniment d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. C'était un podcast un peu différent, un peu intime. C'était un peu confus, mais c'est ok. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Je suis Valérie DJMS sur Instagram. Et bien évidemment, tu peux me suivre via le compte Lesjoums, LESDJOUMS. N'hésite pas à me faire des commentaires, à m'envoyer des feedbacks si cet épisode t'a touché, c'est toujours un plaisir. Et puis si tu peux aller mettre 5 étoiles sur iTunes, c'est cool aussi, ça aide le podcast. En attendant, n'oublie pas
que le moment le plus important que tu vis, c'est le moment présent. N'oublie pas qu'on va tous mourir et que, franchement, j'ai envie de dire, la vie ne vaut d'être vécue sans amour. Avec tout ce que je viens de te raconter là, c'est ma conclusion. Mais l'amour, il commence par l'amour de toi-même. Et une fois que tu as ça, une fois que tu as compris le chemin vers ça, alors le reste suivra. À très vite. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legiums, vous a présenté Amulette Podcast, un podcast qui vous permet de devenir magicien et artiste de votre propre vie. Présenté par Valérie Legiums, directrice artistique chez Upgrade et coach en créativité et image. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée lumineuse.